Sur la ligne C, on va faire venir Jean-François Lacroix et puis Jean-Jacques Laporte. Donc c'est le directeur général de Tissot Ingénierie et puis le directeur général de Tisséo, que je ne me trompe pas, grand projet, que je ne me trompe pas. Voilà, donc vous pouvez vous mettre là-bas. Et on va parler bien sûr de l'aspect général de cette nouvelle ligne, hein, le cadre complet de cette nouvelle ligne C. Jean-François et Jean-Jacques. Merci Jean-François. Merci. Bon, moi je vais quand même me permettre une transition parce qu'en fait ces projets c'est quand même de grandes aventures humaines, au-delà de tous les chiffres qu'on peut poser, des enjeux financiers, des enjeux politiques, de toute l'expertise technique. Et à Toulouse, on a la chance d'avoir ces grands projets qui sont assez fédérateurs, à la fois pour le territoire, mais pour toute la communauté technique. Alors, je vais débuter mon intervention par vous présenter les acteurs de la mobilité à Toulouse. Je ne veux pas être très long sur le sujet, mais c'est quand même intéressant de pointer les entités qui œuvrent sur la mobilité de la grande agglomération toulousaine. On parle de Tisséo à Toulouse, mais Tisséo, en fait, c'est 3 entités. Tisséo, vous avez l'autorité organisatrice que vous allez retrouver dans toutes les métropoles. Donc à Toulouse, c'est Tisséo Collectivité, qui est l'autorité organisatrice, donc qui va collecter les financements et qui va décider de la politique d'investissement et d'exploitation du réseau. Alors pour l'investissement, elle s'appuie sur une autre entité, qui est Tisséo Ingénierie. Tisséo Ingénierie, nous sommes une société publique locale d'une centaine de personnes. Et donc, on va œuvrer dans un rôle de maître d'ouvrage de ces projets. Et puis, la troisième entité, qu'on voit apparaître sur les titres de transport, ou que vous voyez apparaître quand vous êtes dans le réseau de transport toulousain, c'est Tisséo Voyageurs. Il faut savoir qu'à Toulouse, en fait, c'est une régie qui exploite le réseau de transport. Voilà pour les 3 entités toulousaines qui interviennent sur la mobilité et qui interviennent pas seulement sur la métropole toulousaine, mais sur la grande agglomération toulousaine, c'est-à-dire la métropole, c'est vraiment le cœur urbain, le cœur battant, mais également pour les communautés d'agglomération, les 4 communautés d'agglomération qui entourent la métropole. Alors, au-delà avec ces acteurs, Toulouse, et je voudrais avoir également quelques touches d'optimisme dans mon propos. Toulouse a la chance d'avoir aujourd'hui un réseau maillé qui est bien constitué. Je ne vais pas balayer tous les chiffres, mais un réseau maillé bien constitué, c'est un réseau avec du transport capacitaire. Quand on parle de transport capacitaire, on est sur du métro. Mais progressivement, plus on se rapproche de l'emploi ou de l'habitant, on va utiliser d'autres modes, et je pense notamment au tramway, au bus. Et à Toulouse, on a une petite particularité, c'est qu'on a également un téléphérique. Et donc, c'est l'ensemble de ces réseaux qui nous permet de desservir le territoire. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur d'autres métropoles, je mets de côté les métropoles qui ont déjà des métros en exploitation, se posera d'ailleurs la question à la fois de l'entretien de ces lignes de métro, mais également et certainement la création de nouvelles lignes de métro. Mais pour les métropoles qui n'en sont pas constituées, celles qui sont les plus dynamiques arrivent à une saturation de leur réseau urbain et commencent à réfléchir à des projets de métro. Et là, je refais le lien avec l'AFTES, et on revient dans ces ouvrages souterrains qui sont finalement importants pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça nous permet de nous affranchir des contraintes qui sont en surface, parce que tout l'intérêt, c'est aller desservir des secteurs denses, des secteurs déjà urbanisés. Donc en pensant en souterrain, on évite d'impacter le patrimoine, ou on limite les impacts sur le patrimoine bâti et végétal. Mais il y a un deuxième intérêt de ces ouvrages souterrains, c'est que ça permet également de libérer de la surface des fonctions qui sont aujourd'hui en surface pour permettre les évolutions urbaines qui vont se dérouler au cours des prochaines années. Et des développements de fonctions urbaines, on va retrouver l'aménagement de pistes cyclables. On parle beaucoup de renaturation de la ville, ça permet aussi de dégager des espaces pour replanter. Voilà, donc un réseau de transport qui est déjà bien à maturité et qui est nécessaire parce que finalement Toulouse, sans trop vous inonder de chiffres,
La grande agglomération, c'est 15 000 habitants de plus par an. C'est 7 000 emplois de plus par an. Et si vous voulez accompagner cette dynamique urbaine, cette croissance urbaine, ben vous avez besoin de développer le réseau de transport public. Si vous ne le faites pas, ben on retrouve ce qu'on peut retrouver dans la plupart des métropoles françaises. Ben c'est un réseau routier qui est saturé, qui est asphyxié. Et donc, la réponse pertinente, effectivement, c'est d'investir dans le réseau de transport. Et ça permet aussi, en sortant des voitures de ces axes routiers, d'augmenter la part de transport public. Et donc là, on est face aux enjeux environnementaux qui sont tout aussi pertinents. Voilà. Les projets toulousains, qu'est-ce qu'ils permettent? En général, quand on commence à constituer un réseau structurant, on dessert le centre. Et puis dans un deuxième temps, on vient travailler sur les rocades. La ligne C, c'est typiquement une ligne de métro qui va permettre de desservir les zones d'emploi qui sont situées en périphérie, tout en assurant le maillage avec le réseau urbain et le réseau régional. Maintenant, on va rentrer davantage sur les projets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, je parle de projets, mais je devrais plutôt parler de chantier. La ligne C, alors certes, c'est le projet phare, c'est un chantier aux dimensions assez exceptionnelles, à la hauteur de l'ambition qui a été portée par les élus sur cette ligne de métro, donc les 27 km, les 21 stations, ces 21 km de tunnels qui se prolongent par un viaduc, avec une mise en service en 2028. On est sur un chantier aujourd'hui qui avance à bon rythme. On a la chance d'avoir de belles entreprises qui sont mobilisées sur le chantier, de belles sociétés d'ingénierie. J'utilise beaucoup de superlatifs, mais je peux vous dire que c'est un investissement de tous ces acteurs au quotidien pour que ce projet se développe dans le calendrier. Mais à côté de la ligne C, on a également d'autres projets qui sont conduits en parallèle et qui sont également en phase de travaux. On a le prolongement de la ligne B, 2 km 7, alors avec une section en tunnel et puis un prolongement qui est en viaduc, et ça nous permet de constituer, de fermer ce maillage. Prolongement de la ligne B, on est un petit peu plus en avance que la ligne C, on a une mise en service qui est prévue en 2027. Voilà, donc en général, quand on fait un point d'avancement sur nos chantiers, on commence par la ligne B, le prolongement de la ligne B, et puis ensuite on poursuit sur la ligne C. Autre projet qui concerne les deux lignes de tramway qui étaient en exploitation. Pour la première, c'est le tramway T1 qui part vers Blagnac, l'aéroport qui passe à proximité de Blagnac. Là, en fait, on a réalisé quelques aménagements sur cette ligne et je termine par la deuxième ligne de tramway qui va assurer la desserte de l'aéroport pour ceux qui sont venus en avion et qui n'ont pas pris de taxi. Aujourd'hui, on a une desserte bus qui permet de rabattre vers le centre-ville. Et demain, en fait, on va avoir une ligne de tramway qui va assurer la liaison entre l'aéroport et une station de la ligne C sur un système de navette. Voilà, donc c'est ces 4 projets qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Les mises en service, je vous en ai parlé. Un petit chiffre, pour réaliser des projets, il faut des financements. Là, on est sur une enveloppe de 3,4 milliards de projets. En rythme d'investissement annuel, c'est 700 millions d'euros aujourd'hui qui sont investis sur le territoire et qui permettent aux entreprises de développer leur activité, de mettre en avant leur savoir-faire. Juste, je termine sur le financement parce que ça aussi, c'est... Alors moi qui ai passé un certain temps en région parisienne, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé en région toulousaine. Ce projet, il est à très grande majorité financé par les collectivités locales, au premier chef Toulouse Métropole. D'ailleurs, vous le voyez, la contribution des autres financeurs, elle est à 590 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est les acteurs du territoire qui se mobilisent et qui investissent pour développer le réseau de transport. Voilà, merci pour votre attention. C'est Jean-Jacques qui va vous faire rentrer dans la ligne C. Alors, je vais faire un petit retour en arrière sur le tracé de la ligne. Vous aurez pendant toute l'après-midi, vous aurez des présentations très techniques. Je vais rester sur quelques éléments plutôt généraux. Le premier élément, c'est qu'on construit une ligne et avant de faire du tunnel, il y a une expression de besoin qui est faite au niveau de cette ligne et qui prend plusieurs éléments en compte.
Un des premiers éléments pris en compte, c'est la partie exploitation de la ligne future et le dimensionnement de la ligne future. C'est-à-dire qu'une ligne de métro, on l'a construit durant plusieurs années, mais elle est là pour plusieurs, j'allais dire, dizaines d'années, voire centaines d'années. Donc il faut intégrer à l'intérieur de la conception tous ces paramètres au niveau de la conception et bien faire en sorte que cette ligne soit exploitable de la façon la plus pertinente possible à terme. Donc ça, c'est un élément important et vous verrez tout au long des présentations de cet après-midi un certain nombre de zones spécifiques que l'on a au niveau du chantier qui nous permettent justement de gérer ces cas particuliers. Donc on a les terminus, on a le dépôt et on a un certain nombre de zones d'échange. Le deuxième élément, c'est qu'une ligne de métro, c'est fait pour transporter des gens. Donc pour transporter des gens, il faut aussi qu'on ait autour de cette ligne-là un certain nombre de développements urbains. Donc ce qui prend aussi et ce qui nous amène, j'allais dire, au niveau du projet, un certain nombre de contraintes à intégrer. Et on a sur la ligne C un certain nombre de grands projets urbains autour de la ligne C. On a le Grand Quai d'Oc Matabio, c'est plus de 300 000 m² j'allais dire, de surface plancher qui vont être construites. On a le projet Montaudran, c'est à peu près la même chose. Et il faut, entre guillemets, que lors de la conception du projet et de la réalisation, on arrive à s'intégrer dans ces grands projets de développement, puisque, comme l'a présenté Jean-François, on est sur une aire métropolitaine qui continue à être attractive, mais il faut garder cette attractivité-là. Et le dernier point que je voulais citer à ce niveau-là, c'est les contraintes naturelles du terrain, puisque même si, j'allais dire, on est sur ce qu'on pourrait appeler la plaine de la Garonne, on a quand même un certain nombre d'obstacles à franchir, des obstacles naturels qu'il faut intégrer au niveau de la conception et qui nous amèneront aussi à vous présenter quelques éléments tels que le passage sous le canal du Midi au niveau du CLB. Donc tout ça sont des points qui vous seront présentés cet après-midi. Une fois qu'on a parlé un petit peu de ces contraintes, on va revenir un petit peu sur le planning. Nina Ochoa a un peu parlé sur la problématique des procédures. Il faut savoir qu'un projet comme la ligne C, c'est 8 ans de procédure et d'études et seulement 6 ans de réalisation. Donc aujourd'hui, le temps de réalisation, il est de plus en plus court par rapport à la mise en service d'un projet. Donc il faut qu'en face de ça, on ait des bureaux d'études et des entreprises qui sachent être efficaces dès le premier jour pour qu'on puisse pouvoir mettre en service telle que la ligne est prévue. Et dans ce planning-là, j'allais dire, il y a, comme toujours, il y a les bons élèves, il y a les un peu moins bons élèves. Par contre, l'objectif, il est d'amener tout le monde à la même échéance, donc c'est-à-dire à la mise en service de 2028. Donc on est là pour challenger les entreprises, pour travailler avec elles, pour qu'on arrive à tenir cet objectif. L'autre élément important au niveau de la ligne C, c'est toute la démarche, au début, développement durable, mais en fait qui s'est rapidement transformé en aller chercher la certification HQE, donc dès 2015. On a lancé cette démarche et on a eu, en fin 2023, la certification au niveau des études sur la HQE. Donc la HQE, c'est énormément de paramètres et je vais faire un petit focus sur ces éléments-là. Vous verrez, Gilles Abasque, chez nous, vous présentera un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. Je resterai plutôt sur des actions transverses. Le premier sujet, c'est la sécurité. Dans le HQE, il y a le sujet de la sécurité. Ça doit être un fil conducteur au niveau de toutes nos actions. On ne lésigne pas sur la sécurité de nos chantiers. Alors, on se veut relativement fier sur la ligne C d'avoir des bons indicateurs sécurité, mais ce n'est jamais suffisant, ce n'est jamais quelque chose d'acquis. Donc, ça doit rester une vigilance au niveau de tous les jours et de tous les compagnons et de toutes les personnes qui participent à ce projet. Le deuxième sujet que je voulais citer dans la certification, c'est l'insertion. Alors l'insertion a différents titres. Le premier, c'est l'insertion sociale. Il faut savoir qu'on a un projet ambitieux au niveau de la ligne de Toulouse. On a aujourd'hui réalisé plus de 500 000 heures d'insertion, donc ce qui est quelque chose d'important. On est à peu près sur un taux de 10%. Et je dirais, c'est grâce à vous qui êtes ici présents, tous les professionnels, mais c'est quelque chose que l'on se doit, puisqu'en fait, des projets comme le métro, c'est quelque part une grande technicité, et ça doit ramener un certain nombre de personnes qui sont, j'allais dire, laissées un petit peu sur le côté au monde du travail. Donc c'est aussi quelque chose où la puissance publique se doit d'intervenir, et sur lequel on prête une attention très très importante. Et le dernier point, c'est la qualité de chantier. On se veut, sur ce point, être exigeant. Un chantier de métro en ville, c'est quelque chose de perturbant, de traumatisant pour certains.
c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Donc on se veut très intransigeant sur la qualité du chantier. Donc la qualité du chantier, c'est beaucoup d'éléments. C'est la propreté du chantier, c'est les nuisances que l'on peut dégager au niveau du chantier. Et tous ces paramètres-là, en fait, ils rentrent dans le HQE et dans des paramètres que l'on mesure et qu'on va mesurer jusqu'à la fin du projet, puisque la certification, on l'a eu au niveau de la partie étude. Maintenant, on veut aller la chercher jusqu'à la réalisation. Donc, à la fin du projet, on ira représenter notre dossier pour pouvoir obtenir cette certification globale au niveau du projet. Je vais maintenant passer rapidement beaucoup de diapositives avec quelques chiffres. Je vais surtout m'arrêter sur les images. Les supports seront disponibles sur le site de l'AFTES. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre les chiffres, vous aurez l'occasion de les avoir sur les présentations qui vous seront mises à disposition par l'AFTES. Alors, pardon, hop, j'ai été un peu vite. Donc, la première chose, c'est que la ligne C, c'est une quarantaine de chantiers actifs en permanence. Donc, tout au long du tracé des 27 km, ça coupe pratiquement l'agglomération en deux, puisqu'on a une ligne qui fait la rocade. Et donc, chaque sujet et chaque emprise doit faire l'objet d'un travail approfondi afin qu'on gêne le moins possible la vie quotidienne des Toulousains. L'élément, après, on va rentrer un peu dans la technique avec quelques schémas. Nos stations, donc on a sur le tracé, on a 17 stations enterrées, avec différentes insertions, puisqu'on en a qui sont plus ou moins profondes, puisque notre tunnel va jusqu'à à peu près 45 mètres de profondeur, et avec des configurations des fois un petit peu différentes. On prend un petit peu la station du Stade Toulousain comme emblème. Je ne sais pas pourquoi, mais certains comprendront. L'intérieur, donc les stations, alors là on est sur des stations aériennes avec un intérieur. Les éléments pris en compte au niveau de la construction des stations, c'est le choix des matériaux. Toujours pareil, ça rentre dans les sujets HQE. C'est d'arriver en fait à avoir des stations les plus aériennes et les plus, j'allais dire, neutres possibles, puisque la volonté aujourd'hui, c'est surtout de faire un métro fonctionnel. On ne cherche pas au niveau des stations à faire des stations emblématiques, on cherche à faire quelque chose de très fonctionnel. L'emblématique, il est réservé à Toulouse pour d'autres activités. Au niveau des travaux en cours, de façon très schématique, on est aujourd'hui sur l'année des tunneliers. On a déjà pu le présenter à de nombreuses occasions, puisque les 5 tunneliers aujourd'hui fonctionnent. Les premiers vont s'arrêter en fin d'année et les 3 derniers s'arrêteront en milieu d'année prochaine. Donc cette partie tunnel sur lesquels il reste des risques et sur lesquels vous êtes des spécialistes, pour le moment elle se passe bien et on espère que ça va continuer. Et en milieu d'année, on va commencer les travaux de seconde œuvre pour pouvoir faire cette mise en service en 2028. Au niveau des stations, alors je vais passer sur les chiffres plus que les schémas pour vous, mais au niveau des déblais, par exemple, on est sur du 3,5 millions de mètres cubes de déblais que l'on va évacuer, avec une grosse moitié liée au tunnelier et l'autre partie liée au terrassement. Et vous allez avoir quelques images des différentes stations où on voit un petit peu, et ça sera présenté plus tard dans la journée, quelques sites qui sont des sites relativement exigus, puisqu'on arrive dans un tissu construit, et donc il faut arriver à faire avec la place que l'on peut avoir. Donc là, vous avez quelques terrassements. On arrive sur le tunnel, donc on est sur un tunnel, j'allais dire, assez standard. On est sur du 9,60 m 60 intérieur. On a 5 tunneliers. Vous aurez tout ça dans la belle présentation, avec une particularité sur le tunnelier, sur le CLB, puisque là, on est sur un diamètre beaucoup plus petit. La roue de coupe qui fait un petit peu la fierté de l'Occitanie. Vous verrez aussi que par rapport à cette roue de coupe, qui est relativement ajourée, on est dans des sols qui restent relativement meubles, d'où un petit peu cette caractéristique de roue de coupe. Je vais passer très vite, je vais aller plutôt sur les sujets un peu spécifiques au niveau de la ligne. Une particularité qui est la station François Verdier, qui est une vraie cathédrale inversée et qui vient s'insérer dans un milieu bâti relativement dense et ancien, et qui vient s'insérer à proximité de la ligne B et à proximité d'un parking souterrain, ce qui lui donne une forme un peu particulière pour qu'on puisse avoir la connexion avec la ligne B. Donc on aura une station très profonde, ça fait partie des 2 stations plus profondes avec la station de Matabio.
forcément on fait un peu référence au déplacement du monument à la gloire des anciens combattants de la Haute-Garonne, puisque c'est quand même aussi un événement un peu particulier de pouvoir déplacer ce bâtiment qui fait plus de 1000 tonnes et qui reviendra à sa place à la fin des travaux. On a la station Matabio qui vient s'insérer pareil dans un tissu à proximité des voies SNCF et au milieu du grand projet Grand Matabio Quédoc, projet sur lesquels on aura une station qui va commencer dans les mois à venir, de la création de la future halle des mobilités qui viendra se mettre en connexion avec notre station. Donc on voit un petit peu l'encombrement du sous-sol où il faut qu'on arrive à passer avec la ligne C sous la ligne A, entre les collecteurs qui font plus de 2 mètres de diamètre, à côté des parkings souterrains. Donc on est, j'allais dire, dans un sous-sol très encombré qui doit faire le plaisir à beaucoup de techniciens d'arriver à avoir cette technicité au niveau de nos ouvrages. Je partirai après sur Montaudran. Sur Montaudran pour finir ma présentation, qui est en fait le site qui est le plus grand, puisqu'on est sur une emprise qui fait plus de 500 mètres de long et qui est une des bases principales au niveau des tunneliers. Donc je viens de prendre un carton rouge puisque j'ai dépassé mon temps de parole de 30 secondes, donc je vais arrêter là ma présentation.